Effectivement, je vais vous parler de la Nouvelle-Zélande, un pays qui a été si souvent relégué au rang de petite nation agricole aux confins du monde que sur de nombreux planisphères, le pays ne figure même pas. Pourtant, son littoral mesure bout à bout environ 19 000 km et la Convention de l'ONU sur le droit de la mer fait des 4 millions de kilomètres carrés d'océan ceinturant l'archipel la 4e zone économique exclusive mondiale avec une aire maritime 20 fois... Ok, pardon. Ok, c'est peut-être moi qui parle. Ça va mieux? Ok. Merci de m'avoir signalé. Donc avec une aire maritime 20 fois plus grande que la masse continentale, on va dire masse continentale, néo-zélandaise. Donc cette idée de nation souvent invisible au reste du monde, mais qui prend néanmoins de l'ampleur dans le Pacifique et qui s'efforce de... s'affirmer comme tel peut être lu comme une métaphore de l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Pays qui était surnommé autrefois la ferme à produits laitiers de la Grande-Bretagne. Le projet néo-zélandais était de construire une Grande-Bretagne améliorée, plus égalitaire et loyale. Donc qu'en est-il par les temps qui courent? La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern déclare en 2017 « Nous sommes ancrés dans le Pacifique » et va ainsi confirmer par cette déclaration la stratégie d'internationalisation et de rapprochement océanique de Wellington. Alors où le repli national peut séduire nombre d'électeurs aux Amériques et en Europe, les autorités néo-zélandaises parlent de Pacific Reset, comme s'il existait un bouton sur lequel appuyer pour recalibrer le positionnement stratégique et culturel du pays. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les causes et les enjeux de ce Pacific Reset, puis j'aborderai plus particulièrement la question des intérêts et de la place que le gouvernement Ardern compte occuper dans le Pacifique Sud, aussi bien d'un point de vue diplomatique qu'environnemental, si tant est que diplomatie et environnement... Ouais. Ok. Ouais, vous m'entendez? Ok, ouais, Pardon, je n'ai pas l'habitude des micros. Soit des concepts dissociables dans le cas de la Nouvelle-Zélande, le pays de la diplomatie verte. Donc, je vais parler du Pacific Reset. Donc, si le concept traduit bien l'idée de changement de centre de gravité pour la Nouvelle-Zélande, cette redéfinition est évidemment le produit d'une démarche progressive. Wellington a eu le temps de nouer des partenariats économique au sein du Pacifique, dès la candidature du Royaume-Uni en tant que membre de la Communauté économique européenne, en 61 et même avant, si bien que lors de son admission officielle en 73, la Nouvelle-Zélande avait déjà développé l'approche multilatéraliste qui caractérise sa politique économique et politique tout court. À titre illustratif, il n'y a qu'un ministère commun pour les affaires étrangères et le commerce en Nouvelle-Zélande, the Ministry of Foreign Affairs and Trade. Et pour Wellington, le Pacifique et ses 22 îles, nations et territoires répandus sur 26 millions de kilomètres carrés constituent une région privilégiée. Il s'agit à la fois du voisinage immédiat mais à la fois distant de la Nouvelle-Zélande, et même à l'époque où la majorité des Néo-Zélandais d'origine britannique considéraient leur territoire comme un fragment du Royaume-Uni aux antipodes, Wellington avait déjà des obligations constitutionnelles aux îles Cook, à Niue et au Tokelau. Voilà. Donc les îles Cook et Niue sont toujours en association libre avec la Nouvelle-Zélande qui gère, en accord avec les gouvernements locaux, la politique étrangère et la défense des archipels. Aussi, Samoa, qui était sous mandat néo-zélandais de 14 à 62, a signé un traité d'amitié axé sur les notions de confiance et d'entreprise mutuelle pour le bien commun des deux nations. Et dans cette idée aussi d'ancrage dans le Pacifique progressif, en 71, la Nouvelle-Zélande intègre le Forum du Pacifique. Même si, au moment des négociations, certains membres fondateurs, comme les Fidji, ne souhaitaient pas que la Nouvelle-Zélande et l'Australie en fassent partie. La Nouvelle-Zélande et l'Australie étaient plus vues comme des anciennes colonies de peuplement britannique que comme des nations véritablement insulaires pacifiques. Donc, Canberra et Wellington ont dû insister et leur intégration au sein du forum allait évoluer en un accord de libre-échange. Donc plus qu'un reset, il y a bien ancrage géographique et historique, mais aussi ambivalence. Donc des analyses comme Diamond Salesa
souligne ce paradoxe néo-zélandais. Donc d'autre part, la Nouvelle-Zélande est une nation qui existe dans les îles Pacifiques, mais qui ne se considère pas, et elle ne peut peut-être pas se considérer comme une nation du Pacifique et voir son peuple comme des îliens du Pacifique. La catégorie que la Nouvelle-Zélande s'est mise à utiliser, celle des îliens du Pacifique, a façonné une certaine vision des choses, celle où la Nouvelle-Zélande est fondamentalement déconnectée du Pacifique. C'est peut-être cela le Pacific Reset, à savoir la fin d'un double discours sur la place de la Nouvelle-Zélande en Océanie. Et aujourd'hui, Auckland est la capitale polynésienne du monde. Il y a 4 fois plus de ressortissants des Tokelau à Auckland que sur l'archipel. Et dans les maternités d'Auckland, un nouveau-né sur 4 est d'origine polynésienne ou mélanésienne. Un bébé sur 4 est asiatique et 1 sur 5 est maori. Donc ce changement démographique a 2 effets. Tout d'abord, en termes de stratégie électorale, il est désormais compliqué de former un gouvernement élu sans le soutien d'Auckland et donc de sa population. Asiatique, pacifique, et une politique d'ouverture qui reconnaît les attaches démographiques et culturelles mutuelles, et donc une politique susceptible de séduire Auckland. Deuxièmement, le poids démographique grandissant de la communauté pacifique et les résonances culturelles et généalogiques entre la population océanique et les Maoris confèrent à l'État officiellement biculturel qu'est la Nouvelle-Zélande une certaine légitimité pour exercer une influence régionale grandissante sans que ce rôle ne s'apparente systématiquement à une forme d'ingérence. Donc la question qui se pose, c'est celle des intérêts pour la Nouvelle-Zélande. Sont-ils économiques? En tant que petit pays par sa taille et sa population, la Nouvelle-Zélande doit évidemment multiplier les partenariats économiques. Cela dit, le PIB des îles du Pacifique représente 33,77 milliards de dollars américains, et celui de la Nouvelle-Zélande s'élève à près de 206 milliards de dollars. Le PIB des États insulaires représente à peine 1% du PIB de la Chine, qui a des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Et après la Chine, les principaux partenaires économiques de la Nouvelle-Zélande sont des États membres de l'ASEAN, avec un PIB de plus de 2400 milliards de dollars américains. Donc le ministère des Affaires étrangères néo-zélandais n'est donc clairement pas motivé par une seule logique économique. Donc qu'en est-il des réserves de pêche? Est-ce que c'est ça l'intérêt? La Nouvelle-Zélande a déjà, comme je l'ai dit en intro, une ZEE et des droits de pêche conséquents, du coup. Par contre, aucun gouvernement n'a formulé de stratégie claire pour cette zone, mis à part en 2012 le gouvernement national de John Key qui adopte un projet de loi qui régule l'exploitation des ressources minières. Donc en dehors de cette zone économique, Wellington a en revanche un agenda bien défini, axé sur la notion de responsabilité envers le Pacifique, qui fait consensus à droite comme à gauche. Et c'est ce que le docteur Anna Pauls propose avec l'interprétation suivante. Le Pacifique est la seule région où la Nouvelle-Zélande joue le rôle de leader. Ce rôle a été forgé par un sens des responsabilités, mais aussi par les attentes de la communauté internationale, où la Nouvelle-Zélande est censée gérer son voisinage. Donc gérer son voisinage en termes de sécurité essentiellement. Depuis les années 80, Wellington s'est fermement engagé contre la prolifération des armes nucléaires et pour la stabilité dans son voisinage. Pour sa propre sécurité, évidemment, mais aussi peut-être par ambition internationale, dans la mesure où cette posture fait office de tremplin mondial pour la Nouvelle-Zélande. En 2014, 145 pays sur 193 ont voté en faveur de la Nouvelle-Zélande pour le poste de membre du Conseil de sécurité de l'ONU. Et n'étant pas une puissance économique et militaire dans une région où la Chine et les États-Unis, avec son premier allié l'Australie, se disputent l'influence, les Nations Unies donnent une assise crédible à la Nouvelle-Zélande. D'après l'Institut Lowy, Beijing a investi 1,21 milliard de dollars dans le Pacifique entre 2011 et 2018 dans la construction d'infrastructures pour des régions stratégiques évoquées hier, alors que Canberra a injecté sur la même période 6 milliards de dollars. Essentiellement dans des programmes de soins et d'éducation, mais l'Australie n'a pas vraiment contribué au développement des infrastructures régionales. Donc par rapport à ça, qu'est-ce que la Nouvelle-Zélande peut faire? Wellington, évidemment, ne dispose pas des mêmes ressources pour participer frontalement à ce concours d'influence. En revanche,
La communication du ministère des Affaires étrangères affiche clairement les intérêts stratégiques et les priorités de la Nouvelle-Zélande. Voilà, je passe. 60% des fonds de développement néo-zélandais sont consacrés à la zone Pacifique. Les 10 premiers pays bénéficiaires sont des nations océaniques et ces programmes d'aide visent à combattre la pauvreté, apporter du soutien humanitaire en cas de catastrophe, mais avant tout à encourager le développement durable, notamment en aidant à la transition vers l'énergie solaire. Donc on touche ici à ce qu'on appelle la diplomatie verte ou le soft power néo-zélandais. Donc les publications universitaires sur les relations internationales de la Nouvelle-Zélande ne font pas forcément légion, mais se font de plus en plus nombreuses. Qu'il s'agisse d'articles scientifiques, de colonnes de presse ou de rapports gouvernementaux, il y a 3 idées combinées qui reviennent systématiquement, c'est l'identité pacifique, valeurs spécifiques et engagement écologique. Donc dans la compétition d'influence qui engage des puissances hégémoniques, le soft power néo-zélandais qui s'exprime à travers donc, une politique des valeurs, comme je l'ai dit, telles que le multilatéralisme, l'inclusion des cultures pacifiques, l'antinucléarisme et la diplomatie verte, peut séduire. Dans mon introduction, j'ai fait référence à la Première ministre Ardern, et pour reprendre intégralement ses propos, je poursuis la citation, « Nous sommes ancrés dans le Pacifique, nous sommes entourés d'un certain nombre de nations, dont nous ne sommes pas les moindres, qui subiront de plein fouet les effets du changement climatique. Je considère qu'il en est de notre responsabilité personnelle et nationale. Nous avons un rôle à jouer. » Donc le pays avait été applaudi à la suite de cette déclaration en 2017 par une partie de la communauté internationale, le jour où Wellington avait envisagé publiquement la création de visas pour réfugiés climatiques pour les pays insulaires menacés par la montée du niveau de l'océan. Et finalement, Wellington est revenu sur sa décision en 2018. Pour quelle raison? Parce que de nombreuses nations insulaires ont exprimé leur volonté de décider de leur avenir. Et une des caractéristiques du Pacific Reset, c'est justement la non-interférence avec le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'une des premières îles-nations qui sera submergée sera vraisemblablement Kiribati. Et le gouvernement Ardern veut néanmoins s'affirmer en tant que puissance régionale avant qu'il ne soit trop tard pour les 103 000 Kiribatiens. L'ancien président des Kiribati, Anotetong, a appelé à la migration dans la dignité et a fait appel aux autres gouvernements océaniques pour que des canaux de migration soient mis en place. En 2007, la Nouvelle-Zélande avait, pour ainsi dire, manqué le coche. La famille Taitiota, kiribatienne, avaient dépassé leur visa en Nouvelle-Zélande et avaient demandé l'asile en faisant valoir que la vie de leurs enfants à Kiribati était menacée par la montée des eaux. Et après des années de bataille juridique, leur demande a finalement été rejetée par la Haute Cour de justice en 2014. Selon la Haute Cour de justice, la demande n'était pas conforme aux dispositions de la Convention sur les réfugiés, car il n'y avait pas eu, je cite, de violation systémique de leurs droits. Donc, Wellington avait cependant marqué son engagement dans le Pacifique d'une autre manière, en annonçant en 2001 que les habitants de Tuvalu seraient accueillis si le pays était submergé. Cela dit, ces ressortissants ne seront pas reconnus comme des réfugiés environnementaux, ce qui est impossible tant que la Convention de l'ONU n'est pas amendée. La Nouvelle-Zélande aurait aimé jouer ce rôle moteur dans la modification de la Convention et ainsi consolider ce rôle de partenaire pacifique engagé, mais ce scénario n'est plus d'actualité. Les gouvernements des îles menacées ont rejeté la terminologie un peu victimisante, je cite aussi, de réfugiés climatiques. Le gouvernement Ardern n'emploie plus le terme de réfugiés climatiques et mise sur l'adaptation et la coopération par le biais d'une politique d'aide publique au développement afin d'affirmer son modèle culturel et diplomatique. Ainsi, cette année, pour poursuivre avec le cas de Tuvalu évoqué précédemment, on est passé d'une logique de relogement éventuel et d'accueil des populations à des accords de coopération concrets sur place et de formation professionnelle et technique de la population locale pour mettre en place des énergies renouvelables. Et comme l'a déclaré le ministre du changement climatique, James Shaw, ce qu'on exporte, c'est ce genre de propriété intellectuelle. Donc je conclurai en disant que la Nouvelle-Zélande s'est déjà rapprochée de ses objectifs de modèle régional lors du dernier forum du Pacifique
en défiant ouvertement sa nation sœur, l'Australie, sur la question des émissions de carbone. Cette initiative soutenue par la communauté pacifique pourrait avoir un impact sur les relations fraternelles des deux côtés de la mer de Tasman, mais c'est peut-être le prix diplomatique à payer pour que la Nouvelle-Zélande puisse cimenter ses liens océaniques. Je vous remercie. Et désolé.